En visite officielle depuis jeudi, le président libanais, le général Michel Sleiman, a quitté la Côte d'Ivoire ce matin. Le président libanais a été accompagné à son avion par son hôte, le président Alassane Ouattara. Les deux hommes ont passé les troupes en revue après s'être brièvement entretenus. Halte aux agressions des flancs des montagnes, les populations de Mans sensibilisées au danger du fléau par la direction régionale des eaux et forêts. Et puis en Syrie, 2 ans maintenant que dure la crise armée. Hier, au cours des manifestations de commémoration, au moins 150 personnes ont été tuées. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. Le président libanais en visite officielle depuis jeudi a achevé aujourd'hui son séjour. Le général Michel Sleiman a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par son hôte, le président Alassane Ouattara. Les deux présidents se sont entretenus quelques instants avant de passer les troupes en revue. Une forte délégation de la communauté libanaise de Côte d'Ivoire a tenu à dire au revoir au général Michel Sleiman avant son départ. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Liban a été accentuée au cours de cette visite officielle du président libanais. Plusieurs accords ont été signés. Awa Touré. Ce vendredi 15 mars, deuxième jour de la visite officielle du président libanais en Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara et son homologue Michel Sleiman du Liban se sont retrouvés au palais présidentiel pour une séance de travail élargie à leurs collaborateurs. Une rencontre consacrée à la revue des différents domaines de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Pour renforcer et redynamiser la coopération entre les deux pays, les ministres des Affaires étrangères du Liban et de la Côte d'Ivoire ont, à l'issue de cet entretien, signé des accords de coopération, 7 au total. Le président du Liban, général Michel Sleiman, a souligné la nécessité de renforcer la coopération bilatérale afin de créer un vrai partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Nous avons mis l'accent sur la riche dimension humaine qui caractérise nos relations et notamment l'existence d'une très large et importante communauté libanaise qui s'est établie en Côte d'Ivoire depuis plus de 130 années et qui contribue activement dans le nécessaire respect des lois et dans un climat de convivialité si conforme aux traditions ivoiriennes, à la construction du pays et à son développement économique et social, de même qu'à son rayonnement culturel. Nous nous sommes félicités de l'appui politique réciproque que s'échangent nos deux pays sur le plan international pour faire prévaloir leurs droits et sauvegarder leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur stabilité. Nous avons mis l'accent sur la nécessité de développer nos relations économiques et commerciales et de tirer profit de nos expertises respectives dans divers domaines d'intérêt. Le président de la République Alassane Ouattara a pour sa part évoqué les liens historiques qui unissent la Côte d'Ivoire et le Liban et les perspectives de leur renforcement et diversification, avant de le remercier d'avoir choisi de venir en Côte d'Ivoire pour sa tournée africaine. La présence de Monsieur le Président Sleiman est la preuve de l'intérêt que le Liban porte non seulement à la Côte d'Ivoire, mais également à l'importante communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Dans le domaine économique, j'ai indiqué que nous avons plus de 3000 entreprises propriétés de Libanais ou de personnes d'origine libanaise, d'Ivoiriens d'origine libanaise en Côte d'Ivoire, qui emploient plus de 300 000 personnes, qui contribuent plus de 350 milliards de francs CFA au budget de l'État, plus de 15% des recettes fiscales. C'est dire l'importance de ces entreprises dans notre économie. Vous savez, moi je suis un libéral, mon objectif c'est de faire en sorte que nous puissions réduire au fil des années la fiscalité globale dans notre économie. Mais ceci veut dire qu'il faut élargir l'assiette des impôts et que les entreprises doivent s'insérer de mieux en mieux dans le dispositif fiscal. Les présidents Alassane Ouattara et Michel Sleiman ont convenu
de l'ouverture d'ici à la fin de l'année de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Liban, fermée depuis 1988. Notons que la Côte d'Ivoire est le 4e pays d'accueil pour les Libanais, après le Brésil, la Colombie et le Canada, avec une communauté forte de 100 000 âmes. Et cette visite officielle a été sanctionnée par un communiqué final. Les grandes lignes lues par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi. Les deux chefs d'État ont souligné la nécessité de renforcer le cadre institutionnel de leur coopération par la réactivation de l'accord portant création de la commission mixte de coopération signée en mai 2009. Ils ont, à cet effet, entériné les résultats des travaux de leur ministre sur plusieurs questions de coopération, à savoir l'accord relatif à la lutte contre la criminalité, l'accord relatif à la protection des travailleurs, l'accord dans les domaines de la santé, l'accord dans les domaines agricoles, l'accord dans les domaines du tourisme, l'accord dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Plusieurs projets d'accord dans les domaines de la coopération bilatérale. Au plan de la sécurité, les deux chefs d'État ont réaffirmé que le développement et le progrès ne peuvent être atteints sans la stabilité intérieure et sous-régionale. Ils ont reconnu la nécessité d'une coopération policière plus accrue pour lutter contre les nouvelles formes de criminalité, notamment le terrorisme, la cybercriminalité et la piraterie maritime. Au plan économique, du commerce et des investissements, les deux délégations se sont engagées à renforcer leur coopération dans le domaine ci-après à forte potentialité. Commerce, industrie, eau et forêt, ressources animales et halieutiques, mines, pétrole et énergie, transport, éducation, culture et francophonie, promotion de la jeunesse, coopération régionale et internationale. Les deux chefs d'État se sont réjouis du rôle positif joué par la CEDEAO dans le règlement des conflits dans la sous-région ouest-africaine. Le président Michel Souleymane s'est félicité du rôle exceptionnel et déterminant que son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, continue de jouer en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO dans la résolution des conflits sous-régionaux et la féliciter pour sa réélection à la présidence de cette institution. Au plan international, les deux chefs d'État se sont félicités de leur convergence de vues sur les questions multilatérales et ont convenu d'harmoniser davantage leur politique au sein des instances internationales et des organisations régionales et sous-régionales. Les premières dames de Côte d'Ivoire et du Liban ont également eu des activités au cours de cette visite. Elles ont visité l'orphelinat de Bingéville, une occasion mise à profit par l'épouse du chef de l'État ivoirien, Mme Dominique Ouattara, pour faire un don aux pensionnaires de l'orphelinat avant de procéder à un planting d'arbres au jardin botanique de Bingéville. Le reportage de Jérôme Kofi Abola. Première visite de Dominique Ouattara à l'orphelinat de Bingerville ce vendredi 15 mars 2013 en tant que première dame de Côte d'Ivoire. Deuxième visite après celle de mars 2009 en sa qualité de présidente de Children of Africa. La première dame de Côte d'Ivoire, cette fois à l'orphelinat de Bingerville avec une autre première dame, celle de la République du Liban, en ce moment en Côte d'Ivoire à l'occasion d'une visite officielle du président libanais Michel Souleymane. Dominique Ouattara et Wafa Souleymane, deux dames de si grand cœur qui œuvrent pour la cause des plus défavorisés, notamment les enfants et les femmes. Le directeur de l'orphelinat de Bingerville, Marcel Legré, a indiqué que c'était un grand honneur et pour lui et pour les pensionnaires de son établissement de recevoir ces illustres personnalités. Il a toutefois saisi l'occasion pour présenter les difficultés, en l'occurrence la situation des pensionnaires après la classe de CM2 et l'état de délabrement du palais. Même son de cloche pour le porte-parole des 250 pensionnaires qui, au nom de ses camarades, souhaitent voir la première dame de Côte d'Ivoire autant de fois que cela est possible. Pour lui, jamais 203. Maman Dominique, maman des orphelins, vous n'êtes pas à votre première visite. C'est en effet la deuxième fois que vous venez nous voir. Nous espérons qu'il y aura une troisième fois.
et cette fois-ci avec Papa Ouattara. Réagissant, la première dame de Côte d'Ivoire a estimé que le plaisir serait toujours le même de venir voir les enfants de l'orphelinat de Bingerville. Aujourd'hui, vous voir tous aussi beaux et en pleine forme me fait grand plaisir. Je suis accompagnée aujourd'hui de ma sœur, Madame Wafa Slimane, première dame de la République du Liban, qui avec son époux, le président Michel Slimane, nous font l'honneur de séjourner dans notre pays pour une visite officielle. Nous en sommes très heureux, car le Liban est un pays frère que nous apprécions beaucoup. J'ai proposé à ma sœur, Wafa Slimane, première dame du Liban, de venir avec moi vous rendre visite. Notre présence à toutes les deux nous permet de témoigner notre affection à nos chers enfants. C'est également le lieu pour moi de familiariser notre invité avec notre patrimoine historique. Pour sa part, la première dame du Liban a indiqué être heureuse de se retrouver avec la présidente de Children of Africa pour partager la même vision quant à l'engagement pris pour aider les plus démunis. J'aimerais remercier la première dame, Madame Dominique Ouattara, de m'avoir accompagnée. Je connais et j'admire son engagement sans relâche envers les plus démunis, notamment les enfants. Un engagement qui, je le sais, s'étend également à d'autres enfants d'Afrique à travers la fondation qu'elle a créée, Children of Africa. Cet engagement, ce combat et cet amour pour l'Afrique, depuis de nombreuses années, sont une inspiration pour tous, au-delà des frontières de votre beau pays. Aux responsables du centre, j'aimerais dire que je salue leur courage, leur volonté, leur foi et leur détermination de chaque jour, qui permet à ces enfants défavorisés, déshérités et vulnérables de vivre leur joie, leur vie d'enfant et de construire leur avenir dans les meilleures conditions possibles afin de devenir des adultes responsables, citoyens à part entière, acteurs de développement de leur famille, de leur société et bien sûr de leur pays. La première dame du Liban et Madame Dominique Ouattara qui ont reçu des présents de la part des pensionnaires et des anciens pensionnaires de l'orphelinat de Bingerville en ont donné à leur tour parce que venus les bras chargés. En plus d'une importante enveloppe offerte par la première dame du Liban, Madame Dominique Ouattara a fait don d'importants lots de vivres et non-vivres, notamment des matelas, des serviettes, des réfrigérateurs ainsi que des gazinières, sans compter des dons en espèces, avant d'offrir officiellement l'aire de jeu de l'orphelinat de Bingerville, totalement réhabilité par ses soins. Une fête à cette occasion, c'est le cas de le dire, des ballets exécutés par les filles de l'orphelinat de Grand Bassam et les garçons de l'orphelinat de Bingerville avec la prestation des artistes que Guevara et JC Pluriel ont fait danser tout le monde. Cela bien avant l'étape du jardin botanique de Bingerville où les deux premières dames ainsi que la grande chancelière ont procédé à un planting d'arbres en souvenir de leur passage dans ce jardin. Et après le président libanais et son épouse, la Côte d'Ivoire se prépare à accueillir un autre invité de marque. À cet effet, je vous donne lecture de ce communiqué. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, porte à la connaissance des populations ivoiriennes qu'à l'invitation de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Royaume du Maroc, effectuera une visite officielle en Côte d'Ivoire les 18 et 19 mars 2013. Au cours de cette visite, le chef de l'État et Sa Majesté passeront en revue plusieurs sujets d'intérêt commun au regard des relations historiques et multiséculaires d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays. Cette visite officielle sera marquée également par la signature d'importants accords de coopération bilatérale et plusieurs audiences accordées à des présidents d'institutions par Sa Majesté le roi du Maroc. Et puis pour poursuivre sur le sujet, Madame le ministre de la Communication invite les organes de presse intéressés par la couverture médiatique de la visite officielle de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Royaume du Maroc, prévue les 18 et 19 mars 2013 en Côte d'Ivoire,
a communiqué le nom de leur rédacteur en vue de leur accréditation. À cette fin, les journalistes accrédités lors de la visite du président du Liban sont priés de retirer leur badge le lundi 18 mars 2013 de 8h à midi auprès du service communication du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Hier, c'était la journée mondiale des consommateurs, occasion saisie par l'Association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire de chercher à savoir l'impact du port autonome d'Abidjan dans la hausse des prix des marchandises de grande consommation. Léon Brou. On ne peut rien payer, vraiment. Le riz aussi c'est cher, il n'y en a même plus le riz, le kilo à 300. On trouve les riz, le kilo à 500, 600, même à 800, quelque chose qui n'est pas normal. Comme cette ménagère, les consommateurs de Côte d'Ivoire ont constaté une nouvelle hausse des prix des produits d'importation, notamment le riz. Celui de qualité supérieure, par exemple, coûte aujourd'hui au moins 750 francs CFA le kilogramme, contre 700 francs le mois dernier. Pourquoi cette hausse de prix? La faute à qui? Aux commerçants? Ce n'est pas le fait des commerçants. La cherté de la vie, nous pensons que c'est les dispositions législatives et administratives. Nous, les commerçants, nous aussi, nous subissons. Doit-on alors imputer la cherté de la vie à l'État ou au port autonome d'Abidjan? Le port, en tant qu'aussi un instrument au service de l'intégration, n'est-ce pas, est un outil qui travaille à sa compétitivité. Et qui dit compétitivité, n'est-ce pas, dit agir sur le coût de passage. Et lorsqu'on joue sur le coût de passage portuaire, naturellement, le consommateur, au final, n'est-ce pas, consomme des produits à un prix bas. L'augmentation des prix peut due à l'augmentation du coût mondial du pétrole, qui fait que l'armateur augmente le fret de transport du produit, et là le port d'Abidjan n'y peut rien, etc., etc. Donc c'est plusieurs aspects qui doivent être pris en compte donc, dans la fixation des prix. Face à cette confusion, l'Association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire demande un forum national. Objectif, établir clairement la responsabilité de chaque acteur et pouvoir ainsi être efficace dans la lutte contre la vie chère. La Journée mondiale des droits des consommateurs a été aussi l'occasion pour les consommateurs de Bouaké de décrier les coûts trop élevés des produits de grande consommation. Ils l'ont signifié au micro d'Ami Sissoko et de Kwadju Kwame. La Journée mondiale des droits des consommateurs a été initiée pour défendre les droits des consommateurs dont les fondamentaux sont le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit de choisir et d'être entendu. Célébrée le 15 mars de chaque année, la Journée mondiale des droits des consommateurs a été initiée depuis 1983 par l'Association internationale des consommateurs regroupant plus de 240 organisations issues de 120 pays. À Bouaké, cette journée est méconnue des consommateurs. Moi, depuis hier, je savais que c'était la journée mondiale des consommateurs, mais vraiment, je ne sais pas comment ça se passe. Je n'ai pas su ça. Mais vraiment, si vraiment c'est en place maintenant aujourd'hui, vraiment, ça c'est une bonne chose. Malgré les efforts des associations des consommateurs, beaucoup reste encore à faire. L'appel que nous avons lancé à l'État, c'est de faire en sorte qu'il vote des textes de loi qui pourront protéger le consommateur et que ces textes de loi soient réellement suivis, soient appliqués afin que le consommateur se sente libre. Cet appel pourrait avoir des effets positifs sur les consommateurs qui se plaignent de la cherté de la vie. Pour nous, tout dépend du gouvernement. Si les taxes sont amoindries, les prix seront amoindris. Les produits sont chers sur le marché. Par exemple, nous sommes venus acheter des tissus 1 mètre, on dit 2000 francs. Il faut que l'État voit ça. Vraiment, les choses coûtent très cher. C'est très difficile. Lorsque tu vas au marché avec une somme de 5 000 ou 10 000, c'est comme si c'était une somme de 1 000 francs. Le thème de cette célébration est la justice pour le consommateur, c'est maintenant. Les consommateurs ont plus que besoin d'une organisation dynamique et capable de répondre à leurs préoccupations.
Et puis, cette information, le Premier ministre ivoirien est arrivé en Inde ce samedi. Daniel Cablon-Duncan va assister au 9e conclave d'affaires Inde-Afrique qui ouvre ses portes. Plusieurs ministres ainsi qu'une importante délégation d'hommes d'affaires accompagnent le chef du gouvernement à cette rencontre qui devrait contribuer au renforcement de la coopération économique entre les deux pays. Ce soir, le reportage de notre envoyé spécial Alexis Ouedraogo. La baie de Cocody aura bientôt un autre visage avant l'embellissement. Place à la dépollution et le matériel pour le faire a été réceptionné par le CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution. Les détails avec Evelyne Deba-Zegwa. La baie de Cocody doit être parfaitement polluée, sinon nous verrions des surfeurs, du ski nautique sur cette lagune. La lagune est vraiment très sale, on respire des odeurs nauséabondes. Avant, quand nous étions petits, nous partons jouer là-bas. Mais maintenant, on ne peut plus aller jouer parce que c'est devenu un jardin maraîcher. Il y a tout là-bas, on ne peut plus rien faire. Ces récriminations ne seront plus qu'un vieux souvenir. La baie de Cocody sera dépolluée dans quelques temps. Le matériel de dépollution de cette baie a été réceptionné par le Centre ivoirien anti-pollution, CIAPOL. La machine qui est arrivée va d'abord enlever les déchets solides, tout ce qui est herbe, les pneus qui sont dans la baie. Acquis à hauteur de 500 millions de francs CFA par l'État de Côte d'Ivoire, la machine de dragage sera installée le long de la baie, ce qui implique le déguerpissement des occupants de cet espace, des occupants qui se disent prêts à partir. Le programme de dépollution de la baie de Cocody va durer 4 ans. L'État de Côte d'Ivoire compte prendre des mesures pour éviter une nouvelle pollution de ce site qui reçoit les eaux usées des communes d'Abobo et de Williamsville. Il y a des aménagements qui sont prévus. Le projet bassin de Gourou doit construire des bassins qui doivent retenir et les sables et les eaux usées. C'est avec le soutien de la Suède que la baie de Cocody sera dépolluée. Coût général du projet, 10 milliards 500 millions de francs CFA. Une équipe composée de Suédois et d'Ivoiriens va s'atteler à redonner à la baie de Cocody son visage d'antan. Une fois dépolluée, la baie sera embellie et transformée en espace écotouristique et ce sera l'affaire du district d'Abidjan. L'opération de déguerpissement dans le district d'Abidjan reprend le mois prochain. Annonce du ministère de l'Environnement et du Développement durable que nous rapporte Victorine Yaoyobwe. Ils sont de retour, ces vendeurs de fruits et légumes, de pain, de chaussures. Et pourtant, ils avaient été déguerpis du boulevard Nanguabrogwa il y a quelques mois. Après le passage des bulldozers du ministère de la Salubrité, les populations avaient espéré un temps un environnement sain. Un espoir de très courte durée. On n'arrive pas à bien circuler, ça, sincèrement dit. Avec les bouchons, en tout cas, c'est pas facile. Sincèrement, c'est pas facile. Avec les femmes qui vendent, vraiment, on peut pas. On peut pas, sincèrement. À un moment, on les avait chassés, mais ils sont revenus encore. Comment les déguerpis expliquent, eux, leur retour? C'est parce que, bon, on ne savait pas là où il faut aller. Bon, on est resté là, on ne pouvait pas rester à la maison. Le magasin, là, c'est mieux que ça. Voilà, mais comme il n'y a pas pour magasin, on débrouille sur la route. Mais pour le maire d'Adjamé, l'explication est tout autre. Après plusieurs actions entreprises, nous pensons que c'est une question de discipline. Nécessité ou indiscipline, une chose est sûre, le retour des déguerpis est bien observé aussi au grand carrefour d'Abobo et à celui de la Riviera 2 à Cocody. Face à ce constat, le ministère de l'Environnement a décidé de reprendre l'opération. Le ministre nous a instruit de réfléchir avant l'action et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que ces sites qui ont été recolonisés soient à nouveau déguerpis, entre autres mesures, immédiatement après le déguerpissement. Il va falloir faire une sécurisation de ces sites. Mais on ira jusqu'au fil barbelé, à la pose de bacs, et puis il faut que les mesures d'embellissement ou d'aménagement de ces sites aillent immédiatement. Rendez-vous est donc pris début avril. Les populations espèrent que cette fois sera la bonne. Rendons-nous à présent à Bodokro, localité du centre du pays, où de nombreux jeunes diplômés et déscolarisés ont choisi de retourner à la terre. Une initiative qui leur sourit assez bien, nous disent Soro Corona et Tiarasuba Larsen.
La terre ne trahit pas celui qui la met en valeur. Cet adage est bien compris par de nombreux jeunes des localités de Béomi et de Bodogro qui ont décidé de retourner volontairement à la terre. Kofi Lucien, jeune déscolarisé, est aujourd'hui au village. Il ne regrette pas son acte. Je suis venu au village pour venir chercher l'argent. Ce que je ne gagne pas en ville, je gagne ça ici. J'ai l'argent, j'ai payé une broyeuse. Kwadjo Konan Marius, étudiant, s'est lancé dans la culture de la tomate. Il est aussi propriétaire de champs d'igname, de manioc et d'une plantation d'anacarde. Il compte cette année achever la maison de son défunt père et s'acheter un taxi. Par manque de moyens, je suis actuellement au village. Actuellement, vraiment, je suis à l'aise. Je vis bien, je suis content. Kono Yao Alphonse, chauffeur de taxi à Boaké, vit aujourd'hui à Zangokro, son village natal. Son passage en ville n'est qu'un vieux souvenir. Avant, quand on travaille vraiment, on gagne tout. Mais aujourd'hui, là, c'est dur. Donc, quand je vois tout ça ici rentrer au village, ce que je vis ici, si je viens faire le jardin de tomates, ce que je vis dedans, vraiment, moi-même, j'ai ma propre voiture. Mais j'ai laissé. J'ai garé ma voiture même. Maintenant, ici au village, ici, vraiment, je vois que ça va. Ces jeunes diplômés et déscolarisés entendent par leur ardeur au travail démontrer qu'être paysan est une activité valorisante. Les amis qui sont en vie, même vraiment, je les appelle ici pour qu'on ait pas venu faire ça. Ici, on peut se trouver mieux même. Dans cette volonté de s'insérer dans le tissu économique et social à travers l'agriculture, ces jeunes paysans sont confrontés à de nombreuses difficultés. Le mauvais état des routes villageoises, qui constitue un frein à un meilleur écoulement de leur production. Le manque de formation et surtout la mise en place de structures d'encadrement du monde paysan. Ils souhaitent que l'État mette à leur disposition les moyens nécessaires afin d'amener d'autres jeunes à s'intéresser également au travail de la terre. Dans l'ouest du pays, à Mans, la direction régionale des eaux et forêts a initié une campagne de sensibilisation pour la protection des flancs des montagnes. L'agression de ces flancs constitue, selon les experts, un danger permanent pour les populations. Les explications de Thérèse Auboué. La région semi-montagneuse du Tongpi comporte de nombreux flancs de montagne. Ces flancs de montagne sont des périmètres de protection affranchis de tout droit d'usage. Le respect des dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire est du ressort de l'administration forestière. Malheureusement, la crise survenue dans le pays, avec pour corollaire le départ massif des agents de l'État, a favorisé plusieurs phénomènes qui ont agressé les flancs de montagne dans la région. Il s'agit notamment des activités forestières illégales, construction anarchique de maisons, mise en place de cultures vivrières de toutes sortes. Ce sont des hommes économiquement faibles qui sont installés là, avoir une place pour habiter là, et puis ensuite faire des cultures à côté. Ces flancs de montagne dénudés, sous l'effet de l'érosion, présentent des détachements de rochers exposant du coup les populations riveraines à des dangers. La direction régionale des eaux et forêts a décidé de prévenir ces dangers par la sensibilisation. La région de Mans renferme des espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde que sur les flancs des montagnes. Avec cette déforestation, ces espèces endémiques sont en voie d'extinction et de disparition. Il y a eu Acacia pleu et Agbeu pleu par le passé, des blocs rocheux qui se sont détachés, entraînant ainsi la destruction des biens matériels, des cases, mais aussi la destruction des vies humaines. Donc aujourd'hui, c'est un problème de protection civile. Donc il faut vraiment qu'on réagisse rapidement pour sauver cette situation. Le directeur de la SODEFOR a pour sa part rappelé aux uns et aux autres que les flancs des montagnes sont des zones fragiles qu'il faut à tout prix protéger dans un contexte de développement durable. En Syrie, voilà pratiquement 2 ans jour pour jour que la guerre fait rage. Plus de 70 000 morts et plus d'1 million de réfugiés. Hier, des manifestations de commémoration ont été organisées sous le feu des balles. Au moins 150 personnes ont été tuées. La France se dit prête avec la Grande-Bretagne à fournir des armes aux rebelles qui combattent le régime de Bachar al-Assad. Entre les problèmes d'austérité et les questions de croissance, le sommet de l'Union européenne à Bruxelles a vu s'imposer le dossier syrien au menu du 2e jour.
Sous la pression de Londres et Paris, les 27 doivent en effet plancher sur la possibilité de lever l'embargo sur les armes à destination de la Syrie, afin que la rébellion ait les moyens de défendre la population. De sources françaises, si aucune décision n'est attendue ce vendredi, le débat aura au moins été ouvert. Si, d'aventure, il devait y avoir un blocage, imaginons-le, d'un ou deux pays, je connais un certain nombre de réticences, alors je ne peux pas m'engager pour d'autres que la France, mais la France, elle, prendrait ses responsabilités. De son côté, la chancelière allemande Angela Merkel plaide pour la prudence, pour la même raison que le chancelier autrichien se dit opposé à une telle levée. Ils craignent de voir le régime de Bachar el-Assad recevoir encore plus d'armes, notamment de Moscou. Sur le terrain, la rébellion pourrait donc à court terme recevoir des armes telles que des missiles solaires pour interdire l'espace aérien aux avions du régime et pouvoir avancer au sol. Les combattants, eux, ne sont pas prêts d'oublier le soutien russe au pouvoir. Je travaille avec un fusil à lunettes, les jeunes avec des armes individuelles. Nous aurions aimé avoir des armes plus sophistiquées pour libérer le pays de cette bande de tyrans. La Russie paiera très cher le prix parce que nous arrivons en Tchétchénie, au Caucase et partout. Des propos qui expliquent sans doute les raisons pour lesquelles Vladimir Poutine continue d'alimenter la machine de guerre de Bachar el-Assad. Retour aux affaires nationales avec cette bonne nouvelle tombée hier après-midi. La Côte d'Ivoire a en effet décroché l'organisation des Jeux de la francophonie pour l'année 2017. Et puis avant de nous séparer, sachez qu'il se tient depuis midi un grand rassemblement de prières au Palais de la Culture à Treichville. Il s'agit d'une prière écuménique initiée par les guides religieux qui entendent ainsi apporter leur concours au retour définitif de la paix. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci surtout de rester fidèle au programme de RTI 1.